Comme souvent, les évolutions technologiques ont un temps d'avance sur le cadre réglementaire. Les pouvoirs publics doivent à la fois accompagner et encadrer, sans pour autant freiner ces évolutions. Je n'oublie pas que les évolutions technologiques et les changements d'habitude des Français obligent les assureurs que nous sommes à constamment faire évoluer nos offres et nos services. L'objectif de cet après-midi de débat sera d'évoquer les réponses que nous, assureurs mutualistes, pouvons apporter à la mobilité de demain. Nous avons également un rôle à jouer contre le cliché et la peur entretenus par certains du risque de mauvaise exploitation des données par les assureurs. Mobilité de demain, on peut faire ce qu'on veut depuis nos bureaux parisiens. Je suis désolé, c'est les gens qui vont avant tout le décider. Tant que les gens n'ont pas décidé de quitter leur voiture classique pour une voiture autonome, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne les ferez pas changer. Donc ce qu'on doit faire, c'est analyser justement l'évolution de ces mobilités, et ça on peut le faire par la data, et c'est l'un des rôles justement de la data. Donc voilà, il y a toute cette question-là. Il y a évidemment l'objectif de fin de vente des véhicules à énergie fossile en 2040. Première ambition, c'est d'offrir partout une alternative à la voiture individuelle. La deuxième chose, c'est de prendre en compte les mobilités innovantes. Sur du long terme, les constructeurs travaillent quand même plus globalement, y compris les constructeurs français, sur un véhicule qui s'adapte à la route. On va permettre à partir du mois de février ce qu'on appelle le rétrofit en France, c'est-à-dire changer un moteur et une chaîne de traction thermique d'un véhicule par un moteur électrique avec sa batterie. Entre aujourd'hui et 2050, c'est 2 milliards en gros d'individus supplémentaires sur la planète, donc potentiellement 2 milliards de personnes, et même quasiment assurément, qui vont se déplacer, qui vont avoir des besoins en mobilité urbaine, en mobilité rurale. Mais comment ces nouvelles mobilités, elles vont pouvoir mettre en échec, ou en tout cas essayer de transformer la donne en termes d'empreinte carbone, puisqu'ici on voit que l'empreinte carbone, elle suit de manière quasi arithmétique la courbe des mobilités. Nos mobilités, même si on parle de nouvelles mobilités, elles restent à l'heure actuelle extrêmement dépendantes des énergies fossiles et des hydrocarbures, puisque 95% de nos mobilités sont dépendantes du pétrole. Pour moi, c'est un défi d'avoir cette nouvelle mobilité, d'adapter cette nouvelle mobilité à notre transition énergétique, à notre transition vers un monde décarboné. Comment vous voyez-vous le futur, tous les deux, le futur de la mobilité ? C'est un mix de ce qu'on appelle, nous, le mass transit, c'est-à-dire des modes de transport qui sont en capacité de déplacer le plus grand nombre, et puis ce qu'on appelle, face à ça, la micromobilité. Et je vous rejoins, c'est-à-dire dans la micromobilité, quand on parle des modes doux, c'est pas que le vélo, c'est-à-dire qu'on voit depuis quand même quelques années aussi la marche à pied redevenir un vrai mode de mobilité. Alors la voiture, quelle est la place de la voiture demain ? C'est une voiture qui est... Et quelle voiture après ? Et quelle voiture ? Bon, voiture électrique. C'est une voiture qui est connectée, c'est-à-dire qu'on peut développer tout un tas de services autour de ça. Et c'est une voiture qui est également partagée. En France, il y a un programme national véhicule autonome avec 3 axes forts, que sont la sécurité avant tout, partout, ça va vous parler en tant qu'assureur, j'imagine. La progressivité parce qu'on est quand même capable, il faut être capable d'accompagner la technologie dans les cas d'usage, mais on voit que ça va doucement. Et puis 3, vous l'avez mentionné, l'acceptabilité, qui est quand même un gros enjeu aussi, de savoir quels besoins on va couvrir. Vous me parlez beaucoup de la ville, avec ce transport autonome et ce transport électrique, pas beaucoup de la campagne. Il n'y a pas de solution pour l'extérieur de nos villes ? La solution n'est pas, en tout cas, dans le véhicule autonome tout de suite. Voilà, la solution. Là, on n'est pas prêt, clairement. On n'est pas prêt pour aller attaquer le monde rural. Par contre, il y a d'autres solutions, comme ce qu'on appelle le transport à la demande, la capacité à aller mettre du transport qui est beaucoup plus flexible, finalement, beaucoup plus collé aux besoins de ses usagers. Je pense qu'on a des cas d'usage pour le véhicule autonome dans le monde rural. Aujourd'hui, il y a des voies qui existent qui sont des voies désaffectées, que ce soit des lignes SNCF qui sont en déshérence ou d'autres choses. On peut faire circuler dessus assez facilement. Je ne dis pas que c'est pour aujourd'hui, mais c'est pour un avenir qui arrivera. On peut faire circuler des véhicules autonomes et désenclaver des villages. Et éventuellement fixer des populations. Véhicule autonome, pas aujourd'hui mais demain, ce qu'il va apporter, c'est un coût de kilomètre bien inférieur. D'une part parce qu'il n'y a plus de chauffeurs, et d'autre part parce que les coûts de cette technologie dont je parlais diminuent au fur et à mesure dans le temps. Donc ça va induire un partage des véhicules. Le tout, c'est de savoir quel type de partage. Est-ce que c'est un partage des véhicules dans le sens VTC autonome, donc
je suis seul dans mon véhicule et quelqu'un d'autre le prend derrière, ou c'est un partage des trajets avec des véhicules plus grands. Je m'empresse de dire que la route n'est en aucun cas réservée à un mode. La route, c'est du transport public, bien évidemment. La route, c'est du vélo. La route, c'est des mobilités douces. La route, c'est une infrastructure. Donc, flexible. Donc, adaptable. Or, ces véhicules connectés ne rouleront pas partout. D'ailleurs, ils ne roulent pas partout aujourd'hui. Ces véhicules connectés ne rouleront pas sans une acceptation sociale. Et l'acceptation sociale ne viendra que par la reconnaissance évidente des bienfaits qu'ils sont susceptibles d'apporter. Or, aujourd'hui, je constate, comme beaucoup, qu'on n'est pas à l'abri, et les sociétés d'assurance qui se posent ces questions-là ont raison de se les poser, d'autant plus dans le modèle mutualiste, on n'est pas à l'abri d'un grand refus. Je vois deux écueils sur lesquels je ne demande encore une fois qu'à être rassuré. L'humanisme, car de mon point de vue, l'automobilisme est un humanisme, et on y reviendra, mais il faut savoir où on place l'humain, et l'universalisme. C'est-à-dire que, évidemment, il faut avoir une vue très large de l'image. Si on ne démontre pas que le véhicule autonome apporte des bienfaits, il ne sera pas accepté. Et moi, je préfère les mots adopter à accepter. Ces véhicules autonomes ont plein de capteurs et remontent des données. Ces données peuvent être exploitées. C'est-à-dire que le comportement d'un véhicule autonome est vachement plus prédictible que le comportement d'un humain. Un véhicule autonome, il a tout le temps les mêmes comportements et puis on a la capacité de voir qu'il commence à dériver, qu'il peut y avoir un problème. Donc, il me semble que l'utilisation des données d'un véhicule est une évolution intéressante pour le métier d'un assureur. Laissons aussi un peu plus de champ à des mobilités traditionnelles. Nous devons réfléchir collectivement aux finalités de ce véhicule qui n'a rien d'autonome, je vous prie d'enlever les guillemets, parce que ce véhicule n'est pas autonome, c'est un véhicule tracé. C'est un véhicule qui, et on le sait bien du côté des assureurs, dont chaque déplacement sera répertorié, ce qui est contraire avec l'essence même de ce pourquoi l'automobile a été inventée. Il faut que la personne soit assurée en continu et sur la totalité de son trajet. C'est collecter suffisamment de données qui nous permettent de modéliser notre réponse en termes de couverture. Une application mobile que les gens téléchargent et qui est destinée à une communauté qui s'appelle la communauté des motards. Nous, on a une application que le motard va utiliser quand il roule. Donc forcément, derrière, ça veut dire data. Parce que le but premier de notre application, c'est de pouvoir détecter un accident afin de pouvoir appeler les secours automatiquement quand la personne n'est pas capable de le faire. D'abord de la mobilité, un gain de mobilité, une amélioration du système, de l'écosystème de la mobilité. C'est aussi un gain en termes d'impact environnemental. On l'a dit, moins de voitures parce que plus partage, etc. Et c'est surtout, et ça c'est le levier de l'acceptabilité qu'on a identifié, un gain en termes de sécurité routière. Il y a une sous-estimation de ce que la voiture sait de nous. Une fois que le consommateur a compris que sa voiture sait à peu près tout d'elle ou d'eux, il y a une crainte qui s'installe. Et à 80%, on voit que la crainte porte sur le risque de divulgation des données, le risque de piratage et le risque de l'usage commercial des données. Les Français demandent, réclament une réglementation, une législation. On a une éthique de la donnée, on a une capacité à dire ce que l'on va faire des données. J'ai besoin j'ai besoin d'aller là avec telle et telle contrainte. Quel est l'outil de mobilité le plus adéquat à ce moment-là ? Et d'assurance. Et quel est l'outil de mobilité, et quel est l'outil qui permet d'agréger les différentes assurances ? Assurance corporelle, assurance matérielle. En fonction de l'usage que j'ai une réponse assurantielle qui me couvre à la fois pour mon préjudice corporel, pour ma responsabilité civile, à la fois en circulation et hors circulation. Et j'ai aussi la possibilité de couvrir matériellement les engins que j'utilise. Qu'est-ce qui vous semble le plus urgent pour rassurer ? Et on a vu que sur la donnée, c'était un sujet. Prévenir les gens sur le sujet des data, tout ce qui se fait avec leurs data, comment ils peuvent s'en protéger. L'important dans les réflexions et dans cette révolution qui s'amorce, c'est de toujours gagner cette ligne qui est de mettre le consommateur au centre des réflexions. Il faut que ce soit un bienfait évident et pas un danger, c'est ça, ou pas un risque. On est en train de basculer progressivement d'une société de l'objet à une société de l'usage, avec probablement une assurance qui va se déplacer des personnes sur les fournisseurs de services,
ce qui pose un certain nombre de problèmes ou de questions au regard de nos organisations mutualistes, qui sont d'abord et avant tout centrées sur les personnes. On voit bien que nos mutuelles se sont construites pour beaucoup d'entre elles autour du risque automobile. Que deviendra notre organisation mutualiste si demain on doit assurer des flottes de véhicules autonomes et des fournisseurs de logiciels ?